C'est aux États-Unis que les premières plantes OGM ont été cultivées. L'une des deux grandes catégories, ce sont les plantes dites BT, conçues pour résister à des insectes ravageurs comme la pyrale ou la chrysomèle du maïs. Ah, here's one. La chrysomèle du maïs est souvent surnommée l'insecte qui valait 1 milliard de dollars. Et c'est une estimation basse des coûts, qui renvoie à la fois aux pertes dues à ces coléoptères et à l'argent dépensé pour essayer de protéger les cultures de maïs contre eux. Quand les chrysomèles sont nombreuses, elles peuvent pondre tellement d'œufs qu'un champ de maïs non protégé sera pratiquement détruit. Les racines qui ne sont pas protégées contre les chrysomèles du maïs sont dévorées, comme celle-ci. Cette racine n'était pas protégée, ni par un insecticide pour sol, ni par du maïs BT. Les plantes de maïs OGM ont été conçues en introduisant un gène issu d'une bactérie du sol appelée Bacillus thuringiensis. Le bacille de Thuringe, BT, est une bactérie qui sécrète plusieurs protéines insecticides. Pour créer une plante BT, les scientifiques réalisent une transgénèse. Ils prélèvent un gène sur la bactérie BT, puis introduisent le fragment d'ADN dans des cellules embryonnaires de la plante. Un transgène issu d'un autre organisme et qui produit une toxine que vont ingérer les insectes s'ils mangent la plante. La toxine dilate les pores du tube digestif de l'insecte. C'est ce qui tue les larves. Cette toxine vise des récepteurs qui sont présents uniquement chez les insectes et qui sont absents chez l'homme. L'un des grands avantages du maïs BT, c'est qu'il ne supprime que les insectes ciblés. Alors que lorsque l'on pulvérise des insecticides dans un champ pour essayer d'éliminer les ravageurs, cela tue tous les insectes présents dans ce champ. L'autre grande catégorie de plantes transgéniques, ce sont les plantes dites TH, tolérantes à un herbicide. Plus de 80% des OGM cultivés dans le monde aujourd'hui possèdent cette caractéristique, en particulier le soja. Grâce à l'insertion d'un gène microbien dans la plante, elle est capable de survivre à un herbicide total comme le glyphosate, la substance active du célèbre Roundup de Monsanto. Résultat, lorsqu'un agriculteur pulvérise du Roundup sur son champ, toutes les mauvaises herbes sont en principe détruites, mais pas les plantes transgéniques tolérantes au Roundup, dites Roundup Ready. 1996, c'était la première année. Quand le soja Roundup Ready est arrivé pour la première fois, on était en extase. Parce que je crois qu'aucun fermier dans ce pays n'avait jamais pensé « Ah, si seulement il existait un soja sur lequel je pourrais pulvériser du Roundup et qui tuerait tout sauf le soja », et soudain, il est apparu. Et grâce à lui, éliminer les mauvaises herbes est devenu si facile. Résultat, il y a eu une adoption quasi totale des cultures OGM. Aux États-Unis, les OGM représentent aujourd'hui environ 90% des cultures de soja, de maïs et de coton. En Argentine, c'est presque 100%. La monoculture intensive du soja a fait reculer les autres cultures et les forêts. Les paysages mythiques de la Pampa, parsemés de vaches en liberté, laissent place à des feedlots, des parcs d'engraissement intensif. Pour leurs défenseurs, les OGM sont un outil indispensable pour répondre aux besoins alimentaires d'une population mondiale en forte croissance, qui devrait passer de 7 à 9 milliards de personnes en 2050. C'est l'argument classique des fabricants d'OGM, comme le numéro 1 mondial Monsanto. Ce type de culture permet d'obtenir un gain de rendement par unité de surface. C'est le moyen de nourrir le monde de demain. Les nouvelles technologies que nous lançons ces temps-ci apportent une augmentation du rendement moyen comprise entre 7 et 10% pour le soja, ce qui, extrapolé au pays entier, est considérable.
Nous avons constaté cette année des rendements de soja de 8000 kg par hectare. C'est énorme. De fait, nous sommes un des principaux exportateurs, pas seulement de graines de soja, mais surtout d'huile et de farine. C'est la plus grande source de devises du pays. Beaucoup de pays, en orange sur la carte, importent des OGM, y compris l'Europe, pour l'alimentation des animaux d'élevage. Et 28 pays, en vert, cultivent des OGM. Mais sur les 180 millions d'hectares cultivés en 2014, 85% sont concentrés sur le continent américain et 40% aux États-Unis, les premiers producteurs d'OGM de la planète. Les inquiétudes sur les dangers potentiels des biotechnologies sont anciennes. Beaucoup de scientifiques, y compris ceux qui étaient en train de fabriquer des OGM, étaient très inquiets. C'est pour cela qu'ils ont déclaré « Nous prenons la responsabilité de ce qui se passe dans nos laboratoires et nous laissons à d'autres scientifiques plus tard d'assumer cette responsabilité en cas de libération dans l'environnement. » Il n'y a jamais eu d'évaluation de ce qui pourrait arriver. La controverse sur les OGM va démarrer vraiment dans les années 90, quand tout d'un coup commencent à arriver des plantes transgéniques pour la consommation en France, des plantes transgéniques en provenance des USA, et que Greenpeace lance une grande campagne. Il y a eu un article de Libération qui a vraiment mis le feu aux poudres. C'était alerte au soja fou. Un bateau chargé de soja transgénique arrivait en Europe. On voyait le X de X-Files, qui était à l'époque la série qui traitait beaucoup de la théorie du complot. Et pourquoi soja fou? Parce qu'on est en pleine période de la vache folle. Avec la vache folle, on a vu que c'était le système agricole qui prenait des risques inconsidérés. Et donc, les gens ont perdu confiance dans les institutions pour les protéger dans ce qu'ils mangent. Je pense que s'il n'y avait pas eu cette conjonction, il n'y aurait probablement pas eu de débat aussi fort que ce qu'il y a eu. Alors que le débat devient passionnel en Europe, des doutes apparaissent aux États-Unis, au cœur même de la nation OGM. Car les insectes censés être éliminés par les plantes transgéniques BT ne se comportent pas exactement comme prévu. Depuis quelques années, ils commencent à devenir résistants à la toxine produite par la plante. Cela a commencé dans l'Iowa en 2011 et elle a été constatée dans ce champ il y a 2 ans. Selon moi, la raison principale pour laquelle la résistance s'est développée s'explique par la façon dont le produit a été utilisé. C'était un produit tellement merveilleux que les cultivateurs l'ont utilisé année après année. Donc, le BT a été surutilisé, ce qui a donné naissance à une population d'insectes résistants. Ce qui est ironique aujourd'hui, c'est que, comme on est confronté à des chrysomèles qui résistent au BT, on pulvérise des insecticides, dans certains cas, sur du maïs BT transgénique, ce qui est une stratégie terrible. Aujourd'hui, il n'y a pas que les cultivateurs de plantes BT qui sont inquiets, mais aussi ceux qui cultivent des plantes TH, tolérantes à un herbicide, comme le Roundup de Monsanto. Car les mauvaises herbes développent, elles aussi, une résistance. Non pas à la plante transgénique cette fois, mais à l'herbicide qui lui est associé. On peut voir à quels endroits l'herbicide a été pulvérisé quand elle était plus jeune. Et le vert qui revient. Sur l'Ipuris, on peut voir aussi là où la plante a été touchée. Mais ça n'a pas suffi à la tuer. On dit qu'on l'a juste mise en colère. Et chaque année, ça ne fait qu'empirer. C'est ce qu'on appelle le darwinisme. Selon cette théorie, favoriser la sélection au sein d'une espèce va amener cette dernière à opérer des changements pour s'adapter à cette pression et y survivre. In the late 90s, when Roundup Ready soy was offered, the rate of application of glyphosate per acre was 8 ounces. And today, it could very easily be quadruple, asking people to put on quadruple to hope that they can kill these resistant weeds. En Argentine, où ils sont pulvérisés en partie par avion sur des champs parfois très proches des habitations, cela suscite de sérieuses inquiétudes pour la santé humaine.
Depuis 2010, un professeur de médecine coordonne une vaste étude épidémiologique menée par ses étudiants de dernière année dans les grandes provinces de culture OGM. Notre étude de relevé épidémiologique englobe à ce jour 21 localités dans les provinces de Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba et Buenos Aires. Cela représente au total entre 115 et 120 000 personnes concernées par notre enquête. Et nous avons commencé à trouver une série de données qui nous a alertés. La moyenne des nouveaux cas de cancer qui sont apparus est de 368,2 pour 100 000 habitants. C'est 1,8 fois plus que les cas de cancer au niveau national. Nous avons aussi trouvé davantage de cas de malformations congénitales, des enfants atteints d'une maladie appelée la sirénomélie. C'est un syndrome causé par un défaut d'expression des gènes COX et COX2 qui empêche le développement complet des membres inférieurs. Il est clair que ce problème est apparu et s'est développé après l'arrivée du soja transgénique et de son paquet agrochimique. L'Argentine compte entre 12 et 14 millions de personnes fumigées qui vivent dans des lieux exposés aux produits agrochimiques. Cela représente un quart de la population. Tout a commencé dans le quartier de Ituzaingó Anexo en 2001. J'ai enquêté dans le quartier parce que ma fille était décédée d'une malformation du rein et qu'un de mes fils ne pouvait plus marcher après les fumigations. Le principal problème auquel est confrontée l'Argentine, ce n'est pas l'agrochimie, c'est l'organisme génétiquement modifié, la plante transgénique, parce qu'elle est accompagnée de glyphosate et de tous les agrotoxiques. Ce sont les pesticides qui tuent, pas l'OGM en lui-même. Mais avec l'apparition de plantes transgéniques résistantes, leur utilisation est devenue encore plus massive, généralisée tout au long de l'année. En septembre 2013, malgré des menaces de mort et plusieurs agressions, Sofia Gatica a rejoint le combat d'habitants de Malvinas, une petite ville près de Córdoba qui bloque le chantier de construction d'une énorme usine Monsanto, annoncée comme sa plus grande usine de semences transgéniques en Amérique latine. Nous avons entendu qu'il y a certaines inquiétudes à propos du risque. En réalité, les risques sont inexistants. C'est très difficile de trouver des études sur le glyphosate qui démontrent un quelconque niveau de toxicité ou de cancérogénicité. C'est pourtant le cas, le 20 mars 2015. Lorsque le Centre international de recherche sur le cancer, l'agence de référence de l'OMS, publie une évaluation scientifique de 5 pesticides, dont le glyphosate, l'herbicide le plus vendu au monde. Le résumé est publié dans la prestigieuse revue Lancet Oncology, en attendant la publication de la monographie qui regroupe l'ensemble des études scientifiques passées en revue. Nous avons 4 niveaux de classification. Le groupe 1 inclut par exemple la fumée de cigarette ou l'amiante, des agents pour lesquels nous sommes certains, d'après les études réalisées sur l'homme, qu'ils causent le cancer. Le groupe 2A est le niveau juste en dessous,
La question posée est très précise. Est-ce que l'agent cause le cancer? Dans le cas présent, notre groupe de travail a conclu que le glyphosate est un cancérogène probable pour l'homme. Nous ne savons pas sur quelles études ils se sont basés, parce que la monographie du Centre international de recherche sur le cancer n'a pas encore été publiée. D'autres agences, comme l'Institut allemand d'évaluation des risques, qui a passé en revue plus de 55 études pendant 5 ans, ont conclu au contraire qu'il n'y a pas de lien entre le glyphosate et le cancer. L'étude de l'Institut allemand est une évaluation différente de la nôtre, et la procédure suivie n'est pas la même. Il y a plusieurs différences. Par exemple, nos groupes de travail sont constitués d'experts qui sont clairement indépendants. Et ce n'est pas tout à fait la procédure suivie par le gouvernement allemand. Cela a vraiment eu un impact énorme. Excusez-moi. Mais nous n'allons pas modifier nos conclusions à cause de ces pressions. L'augmentation de l'utilisation de pesticides, liée au phénomène de résistance, suscite de sérieuses inquiétudes pour la santé humaine. Et il y a un autre phénomène qui inquiète tout autant, pour la biodiversité cette fois, le risque de contamination des cultures traditionnelles voisines des OGM. Il a été longtemps nié par les fabricants, jusqu'à ce que des chercheurs révèlent le contraire au Mexique. Monsanto affirmait qu'une distance de 1,50 m était suffisante pour empêcher une pollinisation croisée entre un plant de maïs ici et un plant de maïs là. Et je pense que personne ne peut croire à cela. Cette partie en haut s'appelle la panicule. C'est là où les fleurs mâles sont produites. Ce pollen est transporté par le vent et il se dépose sur les soies. Un grain de pollen va se fixer sur une soie, puis il va descendre jusqu'à atteindre l'ovaire de la fleur femelle qu'il va fertiliser. Donc, chacun de ces grains porte vraiment le matériel génétique issu à la fois du père, la fleur mâle, et de la mère. Monsanto avait affirmé à l'origine qu'il maîtrisait le problème. Mais notre étude a tout simplement démontré que c'était faux, qu'on ne peut pas vraiment contrôler des éléments véhiculés par le vent. Dans le cas du maïs, on s'aperçoit que le pollen de maïs a des distances de dissémination pour 95% dans moins de 100 mètres, mais il reste 5% qui passent dans l'atmosphère et ce pollen viable est capable de féconder à 2 ou 3 km du maïs non OGM. Ce phénomène de contamination présente un risque majeur pour la diversité des ressources génétiques, surtout pour un pays comme le Mexique, la terre d'origine et de diversification du maïs. Si le phénomène de contamination pose problème, c'est aussi, et peut-être surtout, parce que les OGM ne sont pas des plantes comme les autres. Les semences sont brevetées, protégées par des droits de propriété intellectuelle, qui obligent les fermiers à les racheter chaque année, alors que jusqu'à présent, ils avaient l'habitude de sélectionner et de ressemer des graines de l'année précédente qui ne leur coûtaient donc rien. Je crois que ce qui a le plus choqué les cultivateurs américains comme mon père, c'était ça. Qui a déjà acheté quelque chose, puis appris que ça ne lui appartenait pas? Comme il disait, c'est ma terre et c'est mon labeur, mais ce que je fais pousser dans mes champs ne m'appartient pas. Et devoir retourner vers le détenteur du brevet, concrètement, c'est ce qu'on appelle aux États-Unis être une vache à lait. Autoriser un brevet sur une forme de vie, ça donne quasiment un monopole au détenteur du brevet. Et ça élimine la concurrence sur le marché. Je crois que Monsanto détient environ 95% de tous les brevets. Et j'ai vu comment Monsanto a voulu faire valoir ses droits de propriété intellectuelle. En juin 2000, la firme attaque en justice l'agriculteur canadien Percy Schmeiser, dont les graines de colza conventionnelles ont été contaminées par du colza Roundup Ready.
Elle l'accuse d'avoir enfreint la loi sur les brevets en ayant ressemé ces graines sans licence ni paiement de royalties. Percy Schmeiser and Schmeiser Enterprises Limited versus Monsanto Canada Inc. et al. Les juges canadiens finissent par donner raison à Monsanto. Percy Schmeiser est déclaré coupable de contrefaçon et abandonne la culture du colza. Il y a là, pour moi, un scandale, si vous voulez, juridique. Je ne vois pas en quoi le fait qu'un gène soit breveté et provienne de la plante d'à côté me dépossède de la semence que je prélève sur mes propres plantes. Donc, le brevet est quelque chose d'extraordinairement dangereux pour la diversité des plantes cultivées. Parce que si ces entreprises arrivent à posséder quasiment toute la nourriture des humains, il n'y aura plus de diversité des plantes cultivées. On peut discuter de savoir si c'est très grave qu'il y ait des rhinocéros ou pas, mais de la diversité dans les plantes cultivées, c'est absolument essentiel pour la survie de l'espèce humaine. En Afrique, la question de l'introduction des OGM et des semences brevetées devient très sensible. Seuls 3 États, en particulier l'Afrique du Sud, cultivent aujourd'hui des plantes transgéniques. Mais de plus en plus de pays mènent des essais. Au Burkina Faso, le gouvernement a autorisé en 2008 la commercialisation d'un OGM, le coton transgénique BT. Monsanto a signé un contrat avec la première société cotonnière du pays, la Sofitex, et voudrait en faire un modèle pour convaincre les autres pays de la sous-région d'Afrique de l'Ouest. En 2015, le Burkina Faso a produit plus de 700 000 tonnes de coton, transgénique à 70%, et s'affiche comme le premier producteur du continent africain. Dans les régions cotonnières du Burkina Faso, beaucoup de producteurs ont été enthousiasmés par l'arrivée du coton BT, qui leur a permis de diminuer les traitements phytosanitaires et de libérer du temps pour d'autres activités. Les plus favorables sont ceux qui bénéficient de surfaces et de récoltes suffisamment grandes pour amortir le surcoût des semences brevetées. Environ 40 € par hectare, contre 1,50 € pour le coton conventionnel. Moi, je cultive le nouveau coton, le coton BT. Alors qu'avant, avec l'ancien coton, malgré tous les soins, on n'obtenait qu'1,5 tonne. Comme il y a eu beaucoup d'évolutions et que j'ai eu de l'argent, j'ai pu acheter ce tracteur. Aujourd'hui, pourtant, la colère gronde contre le coton transgénique au Burkina Faso. Car 7 ans plus tard, certaines promesses de départ ne sont pas tenues. Le prix plus élevé des semences BT devait être compensé par la baisse des achats de traitement et par la hausse des rendements. Mais les 30% d'augmentation ne sont pas au rendez-vous. Ce serait plutôt autour de 17%. Et beaucoup de producteurs récoltent des graines plus légères que celles du coton conventionnel, ce qui leur cause une perte, car ils revendent leur coton au poids. Il faut que les gens comprennent qu'ils ont entre les mains une voiture de haute technologie qui ne se conduit pas comme une voiture de champ, quoi, hein, pas une voiture commerciale. Voilà. Donc il y a règles à respecter. Et s'il faut mettre 100 en engrais et on n'en met que 50, eh bien évidemment, on aura le rendement de 50, hein, et non pas de 100. Les traitements, hein, je serais surpris qu'il n'y ait pas d'agriculteur qui fasse une impasse ou deux, hein, pour éviter de payer le traitement. Mais au Burkina Faso, il n'y a pas que les petits paysans qui se plaignent du coton BT. Les sociétés cotonnières aussi. Car la qualité de la fibre a baissé par rapport au coton conventionnel. C'est pas bon. La proportion des fibres courtes augmente. C'est très court. Au détriment de celle des fibres longues. 1 pouce, 1/16e. Ça reste toujours 1 pouce, 1/16e. L'impact d'une fibre courte se chiffre en milliards de francs CFA. Ce que je peux vous dire en tant que président de Géocoton, c'est que le coton du Burkina était
réellement en risque si nous poursuivions sur cette voie, puisque nous avons plus de 56% de basse qualité. À un moment ou à un autre, les marchés vont réagir. Et les marchés vont s'orienter sur d'autres origines. Oui, donc commercialement, il y avait un risque certain. C'est pour ça qu'on a inversé, si vous voulez, la tendance. L'OGM représentait 70% en termes de production l'année dernière. L'OGM ne représente plus que 40% cette année. Face à ce problème, Monsanto semble avoir une solution. Un nouveau coton BT nommé Roundup Ready-Flex, dans lequel a été introduit un gène supplémentaire de tolérance au Roundup. Il est actuellement testé dans les champs expérimentaux du Burkina Faso et il permettrait de retrouver une bonne longueur de fibre. Roundup Ready-Flex, je pense que c'est une option sur laquelle nous allons nous orienter. C'est du business, hein, on est tous d'accord, il n'y a aucune entreprise qui soit philanthrope. Mais oui, nous sommes satisfaits de ce qui se fait. On va aller pour faire plus, pour le Burkina bien évidemment, et sur la sous-région. Le directeur de Monsanto au Burkina, il dit que ce glyphosate, c'est un pesticide total, ça tue tout, sauf le coton BT. Et il est content. C'est ça qui m'étonne qu'il soit content. On va tuer la biodiversité et tout. Et qu'est-ce que nous allons devenir après? Ça tue tout. Ça va même nous tuer et puis on verra. On peut qualifier le Burkina comme son laboratoire à ciel ouvert. Parce que tout s'expérimente ici, sans frein. Alors que les OGM ne tiennent pas toujours leurs promesses pour les producteurs, pour les consommateurs, ils soulèvent encore de nombreuses interrogations, y compris aux États-Unis, les premiers consommateurs au monde d'OGM, où les industriels mènent une bataille acharnée pour empêcher l'étiquetage obligatoire des produits alimentaires contenant des OGM, comme c'est le cas en Europe. Aux États-Unis, la plupart des études indiquent qu'entre 70 et 80% des aliments industriels contiennent des ingrédients issus d'organismes génétiquement modifiés. Dans une démocratie, et surtout pour une chose aussi importante que la nourriture, la moindre des choses serait que les consommateurs puissent choisir. Et en fait, aucune étude épidémiologique n'a été menée sur la population dans le contexte des aliments génétiquement modifiés. Donc, quand mes collègues et beaucoup de scientifiques disent « Nous en mangeons depuis 2 décennies et ça n'a jamais causé la moindre petite maladie », ça, c'est de la science de pacotille. On ne peut pas savoir cela sans avoir fait d'études épidémiologiques. Vous savez, l'absence de données n'est pas une preuve de l'absence de préjudice. C'est vrai qu'au fond, on sait assez peu de choses sur les risques à consommer soit des plantes qui produisent des toxines contre les insectes, soit des plantes qui résistent à un herbicide, ce qui fait que du coup, on va manger l'herbicide. Donc effectivement, tant qu'il n'y avait pas d'OGM, vous ne pouviez pas manger de Roundup, puisque toute plante qui recevait du Roundup était morte. Mais à partir du moment où il y a des plantes transgéniques résistantes au Roundup, vous allez manger du Roundup, et pour être sûr que ce poison consommé régulièrement sur de grandes durées n'a pas d'effet sur nous, il faudrait des études bien plus sérieuses que ce qui a été fait jusqu'à présent, en général sur quelques souris vite fait. En septembre 2012, la publication d'une étude scientifique fait l'effet d'une bombe médiatique. Dirigée par le chercheur français Gilles-Éric Serralini, elle porte sur le maïs transgénique NK603 de Monsanto et elle remet en cause son innocuité. Les photos des animaux testés, gonflés de tumeurs, font le tour du monde. Le professeur Serralini plaide pour l'allongement de la durée des tests réglementaires que les autorités européennes demandent aux fabricants d'OGM avant une autorisation de commercialisation. Il ne porte que sur 3 mois. À plus long terme, lui, observe des effets toxiques sur les rats. Les résultats m'ont paru très inquiétants. C'est pas tellement parce que, à mon avis, on a tripatouillé le génome, ce qui serait la première analyse superficielle, mais c'est parce qu'on a tripatouillé le génome pour une intention claire qui était de faire de ces plantes des éponges à pesticides. Aussitôt publiée, l'étude Serralini provoque la fureur des fabricants d'OGM. L'étude de Gilles-Éric Serralini ne permettait pas de dire de manière conclusive tel type d'OGM, associé ou non à l'herbicide auquel il est tolérant, donne le genre de pathologie qui a été mis en avant chez les rats. C'est possible,
Et il est aussi possible que ce soit le fait du hasard, c'est-à-dire la puissance statistique de l'étude ne permet pas de conclure. Ce que Gilles-Éric Serralini lui-même d'ailleurs reconnaît. Bien sûr qu'il aurait pu y avoir plus de rats et plus de statistiques. Je ne dis pas qu'on n'aurait pas aimé faire ça sur 20 rats ou 30 rats, mais il ne fallait pas avoir 3 millions d'euros, mais il fallait avoir 6 millions d'euros pour faire toutes ces analyses. Avec les moyens que nous avions, c'était une étude par son ampleur et sa durée qui était unique au monde. Face à l'onde de choc provoquée par l'étude Serralini, le gouvernement français et la Commission européenne ont fini par accepter de lancer des études plus longues que les 90 jours réglementaires pour analyser les effets de la consommation d'OGM sur la santé. À Toulouse, le directeur du laboratoire Toxalim, spécialisé en toxicologie alimentaire, coordonne ainsi le projet OGM 90+, financé par le ministère de l'écologie à hauteur de 2,5 millions d'euros. Les expérimentations ont commencé en août 2015 avec le maïs NK603, étudié par Serralini, et des techniques d'analyse très poussées, dites omiques, comme la métabolomique, pour analyser des échantillons d'urine des rats. L'objectif de ce projet de recherche, c'est de suivre des rats sur 6 mois et de suivre donc aussi bien dans les urines que dans les organes des modifications potentielles qui peuvent être au niveau donc de l'expression de gènes ou qui peuvent être au niveau du métabolisme général du rat. Donc nous on est sûr que statistiquement on a assez d'animaux. On ne pourra pas être attaqué sur le plan expérimental. Sur le plan purement scientifique, puisqu'on est en connexion avec des programmes européens qui durent plus longtemps, donc on bénéficiera aussi de prélèvements d'organes, de sang et d'urine sur des rats qui ont été nourris pendant 2 ans. Donc résultat pour eux, c'est début 2018. Après le résultat, je ne le connais pas. Et si je connaissais le résultat, je veux dire, on arrêterait de faire de la science. Les chercheurs français participent en effet à une étude européenne nommée G-Twist, sur le même maïs et sur 2 ans. Les tests ont également démarré en août 2015 et les résultats ne devraient pas être connus avant début 2018. Mais contrairement à son collègue français, le toxicologue allemand qui dirige l'étude a l'air moins incertain de ses résultats. Mon plus grand espoir, c'est que dans le cadre du projet G-Twist, nous puissions présenter une étude parfaitement menée, avec des données qui ne feront peut-être pas plaisir à tout le monde, mais qui seront issues d'une étude alimentaire irréprochable. Et au vu des méthodes qui ont été utilisées, je peux d'ores et déjà en attester. Même si, encore une fois, ces résultats vont déplaire à beaucoup de personnes dans l'opinion publique. Le professeur Pablo Stenberg, d'origine argentine, est aussi le toxicologue d'un autre projet financé par la Commission européenne, baptisé GRACE, avec une étude de toxicité d'un autre maïs transgénique, le Mont 810 de Monsanto, cultivé dans certains pays européens comme l'Espagne. À l'automne 2015, la conférence de présentation des résultats réunit des experts de 20 pays, dont beaucoup de scientifiques, quelques ONG, et de nombreux représentants de l'agro-industrie comme Monsanto, Bayer, BASF ou encore Dupont. Ladies and gentlemen, dear colleagues, I will open the final press conference with the sentence by Erich Fried. Those who want the world to continue as it is do not want the world to continue. Regarding the one-year feeding trial, the feeding of maize MON 810 to rats did not lead to adverse effects. We have had a number of so-called statistically significant differences. That means that the numbers of a parameter between 2 groups have differed, but we differentiate between simply a statistically significant difference and a toxicologically relevant difference. So even if we were seeing certain differences in relative organ weights, we don't think that that is of a toxicological relevance. Force est de constater qu'en toxicologie, c'est la manière d'interpréter les résultats qui compte. Et l'enjeu est important ici, car il s'agit de dire s'il est utile ou non
de demander aux fabricants d'OGM des études de plus de 3 mois lorsqu'ils déposent un dossier d'autorisation de commercialisation dans l'Union européenne. So, ladies and gentlemen, now we come to the general conclusions and recommendations. There's been a long controversial discussion if we perform feeding trials and how long should these performed feeding trials be extended? Only for 3 months? Should we go then for a 1 year or even for a 2-year feeding trial? And the feeding trials did not reveal any scientific trigger for an extension of the feeding period. So, thank you very much, Pablo, again. We have time for some questions, please. When I looked at this MON 810, I would say, well, we could expect some subtle effects which are not so easy to detect in 90 days. We have to make sure that the process as such is not biased, is not driven by some networks which are very close to industry, and that we in the end really can trust the outcome. And this, I have to say, is not the case in GRACE, and that's our problem. I think this was an exercise with an outcome that was quite clear from the beginning. So, I think that was a comment which we will not comment. Joachim Schimann s'apparente plus à un lobbyiste qu'à un scientifique objectif. Évidemment, ce serait formidable qu'il y ait un nouveau 9 novembre, si possible dans un avenir proche, pour mettre enfin un terme à cette guerre froide dans le domaine des organismes génétiquement modifiés. En tout cas, nous, on continue. Face aux inquiétudes, les chercheurs en biotechnologie agricole mettent aujourd'hui l'accent sur de nouveaux OGM, dits de seconde génération, qui ne présenteraient pas seulement un intérêt pour les agriculteurs, mais aussi pour les consommateurs. En particulier, des plantes génétiquement modifiées pour augmenter leur qualité nutritionnelle, enrichies en oméga 3 ou en vitamines. L'une d'entre elles est particulièrement controversée, le riz doré. Un riz conçu pour lutter contre un problème de santé publique dans les pays pauvres, les carences alimentaires en vitamine A, qui fragilisent le système immunitaire. Près de 700 000 enfants meurent chaque année et plus de 300 000 deviennent aveugles. Le riz doré est aujourd'hui en phase d'essai au Bangladesh, en Indonésie et surtout ici, aux Philippines. L'IRI est une organisation humanitaire. Nous menons des recherches pour améliorer le bien-être des populations. Et nous sommes très préoccupés, comme beaucoup de gens, par les problèmes de carence en vitamine A. Près de 200 millions de personnes sont touchées. L'idée est donc la suivante. Pour les gens qui aiment le riz et qui en consomment beaucoup chaque jour, pourquoi ne pas améliorer le contenu nutritionnel de ce riz? C'est en 1990 que les recherches sur le riz doré ont commencé dans une serre de l'école polytechnique fédérale de Zurich. 9 ans plus tard, après de nombreux essais, le premier prototype de riz doré voit le jour. À sa grande surprise, son inventeur fait la couverture du célèbre magazine américain Time. C'était la première fois qu'un botaniste faisait la couverture du Time. Là, les gens ont compris qu'il s'agissait de quelque chose de très important. Les géants des OGM comme l'américain Monsanto ou le suisse Syngenta ont fortement soutenu le développement du riz doré, que le professeur Potricus a déclaré vouloir distribuer gratuitement aux petits agriculteurs. Mais certains s'y opposent farouchement, en particulier l'organisation écologiste Greenpeace. Pour nous, Greenpeace, la publicité particulière faite autour du riz doré a pour objectif de faire accepter ou de renforcer l'acceptation, non seulement de ce riz, mais aussi des autres cultures OGM dans les pays en développement, comme les Philippines. Certes, Syngenta a déclaré il y a quelques années qu'il n'avait pas l'intention de commercialiser le riz doré, le riz génétiquement modifié. Mais d'un autre côté, il n'y a aucun obstacle juridique qui s'opposerait à eux s'ils décidaient de changer d'avis à l'avenir.
Le cycle de dépendance à cette variété de riz deviendrait alors quasi irréversible. Aux Philippines, le projet de riz doré cristallise les passions. Le 8 août 2013, un groupe d'opposants détruit l'un des 5 champs d'expérimentation. J'étais indigné. Pas seulement triste, mais indigné. Cette photo a été prise au Vatican lors d'une réunion de l'Académie pontificale des sciences. À la fin, j'ai demandé au pape s'il était d'accord pour bénir le riz doré. Et il l'a fait. J'espère que cela aidera le riz doré à être mieux accepté. Il y aurait 2 solutions. Une solution agronomique qui me semble intelligente, c'est de dire arrêtons de ne donner que du riz aux enfants, cultivons un petit peu d'aubergines au bord des champs et mettons des aubergines avec le riz, ça sera meilleur à beaucoup de points de vue et entre autres, ça rapportera les vitamines dont il y a besoin. Ça, c'est de l'agronomie que je trouve intelligente, mais elle n'est pas technologique au sens classique du terme, et du coup, elle ne séduit pas. Pour faire moderne, il ne faut pas faire des aubergines avec du riz, il faut faire du riz avec des gènes d'aubergines à l'intérieur. Et ça, moi, franchement, je trouve que ce n'est pas une solution intelligente, c'est l'emploi stupide de la technologie. La technologie des OGM pourrait-elle s'avérer quand même utile pour d'autres problèmes de santé publique? Certains chercheurs l'utilisent pour lutter contre des maladies comme la dengue, une maladie tropicale rarement mortelle mais très invalidante, qui provoque de fortes fièvres et qui affecte plus de 50 millions de personnes chaque année dans le monde, en particulier au Brésil. Un moustique transgénique a été ainsi mis au point par la compagnie britannique Oxitec, qui a ouvert au Brésil une usine capable de produire plusieurs millions d'œufs chaque mois. Les chercheurs ont inséré dans les œufs de la première génération un gène létal. Il produit une protéine qui rend le moustique dépendant à un antibiotique de couleur jaune, la tétracycline. Les scientifiques élèvent les larves en leur fournissant cet antidote dans le laboratoire. Mais une fois lâchés dans l'environnement, en l'absence de cette substance, les moustiques meurent au bout de quelques jours, de même que leurs descendants. L'idée est vraiment très simple. Nous relâchons des mâles qui sont porteurs d'un gène, et lorsqu'ils s'accouplent avec des femelles, leur progéniture ne survit pas. La progéniture de toutes les femelles qui s'accouplent avec un de nos mâles va donc mourir. Et si on peut relâcher suffisamment de mâles, on pourra diminuer significativement la population de moustiques. Le 30 avril 2015, les chercheurs d'Oxitec lancent un nouveau programme de lâcher de moustiques transgéniques. Environ 1 million par semaine, pendant 10 mois. Gastamos mais de 6 milhões de reais ano, todos os anos, só para enfrentar essa questão. Portanto, se conseguirmos avanço, que seja equivalente a isso e dê resultado, ou menor que isso de preferência, se a empresa baixar seus custos e preços, eu acho que a gente tem avanço importante para a sociedade brasileira. É isso que eu queria dizer. Muito obrigado aí pela presença de todos. Acabou. Solta mais. Aí. L'inconvénient majeur de cette technologie pour une municipalité, c'est qu'il faut renouveler l'opération sans arrêt. Lorsque les lâchers de moustiques transgéniques s'arrêtent, rien n'empêche les moustiques sauvages des régions voisines de revenir dans la zone traitée. Mais les projets de recherche sur des AGM, des animaux génétiquement modifiés, ne sont pas près de s'arrêter. Ils se multiplient aujourd'hui et concernent encore plus d'espèces que les plantes. En Argentine, dans la province de Buenos Aires, des chercheurs ont créé une vache unique au monde, baptisée du doux nom de Rosita. Elle est née le 6 avril 2011, à la suite d'une transgénèse et d'un clonage, pour produire un lait qui aurait les mêmes qualités que le lait maternel humain. L'importance scientifique de cette vache, c'est que, pour la première fois au monde,
On a réussi à transférer en une seule fois 2 gènes humains dans le génome d'un bovin. Ils produisent 2 protéines, le lysozyme et la lactoferrine, qui jouent un rôle primordial pendant l'allaitement des bébés en renforçant leur système immunitaire et en favorisant l'absorption de fer. L'objectif est qu'un jour, cet animal, et ceux qui seront conçus à partir de lui, puissent produire un lait susceptible de répondre aux besoins des bébés qui ne peuvent pas être allaités par leur mère. Mais il s'agit là d'un projet à très long terme, parce qu'il y a beaucoup de tests à réaliser et beaucoup de défis à relever. Les animaux génétiquement modifiés sont entourés de normes de sécurité à la mesure des craintes qu'ils suscitent. Que se passerait-il s'ils s'échappaient dans la nature, se reproduisaient avec d'autres animaux et transmettaient leurs transgènes? C'est ce qui a longtemps bloqué la demande de commercialisation d'un autre animal transgénique, le saumon nommé Aquadvantage, dont l'avantage annoncé est de grossir 2 fois plus vite qu'un saumon de l'Atlantique ordinaire. Un poisson donc moins coûteux pour les producteurs et peut-être moins cher pour les consommateurs. Il a été créé en 1989 par des chercheurs canadiens, puis développé par la compagnie américaine Aquabounty. Les saumons génétiquement modifiés sont aujourd'hui conçus au Canada, puis sont engraissés dans des bassins au Panama, confinés au milieu de la forêt et loin de l'océan, pour limiter les risques de dissémination et de croisement avec des espèces sauvages. Je suis vraiment confiant dans les mesures réglementaires que j'ai étudiées pour le Canada et le gouvernement américain. Il est très peu probable que ces saumons génétiquement modifiés puissent être un jour en contact avec des espèces de poissons sauvages, y compris le saumon de l'Atlantique. Il y a donc un confinement physique de ces OGM. Et il y a aussi une mesure de confinement biologique. Les poissons sont produits de telle sorte qu'ils ne pourraient pas se reproduire s'ils venaient à s'échapper. Ce sont uniquement des femelles. Et leur génome a été manipulé pour les rendre stériles. Elles ne peuvent pas se reproduire. Des inquiétudes pour l'environnement existent pourtant, car la technique de stérilisation n'est pas complètement efficace. Et si des saumons transgéniques s'échappaient dans la mer, difficile de remettre dans sa bouteille le génie génétique. Il a été conçu avec des gènes issus de 2 autres espèces de poissons, qui favorisent la production d'une hormone de croissance tout au long de l'année. Résultat, le saumon transgénique semble prédisposé à développer des malformations du squelette, ainsi que certaines maladies. Ses détracteurs l'ont baptisé Frankenfish. Nous savons plusieurs choses à propos de cette hormone de croissance. On sait qu'elle provoque des cancers. Mais pourquoi introduire dans notre régime alimentaire un nouvel élément qui alourdit ce fardeau qu'est le cancer? Ils ont mis des années à développer ce saumon. Entre-temps, une entreprise norvégienne a réussi, grâce à un croisement traditionnel, à obtenir un saumon qui atteint une taille de commercialisation tout aussi rapidement que le saumon génétiquement modifié. Donc, si vous êtes un consommateur français et que vous avez le choix entre un saumon OGM avec davantage d'hormones de croissance que la normale et un saumon norvégien élevé de manière traditionnelle, qu'allez-vous choisir? Vous allez choisir le saumon norvégien qui grossit plus vite, mais pas l'américain avec des hormones de croissance. Malgré les craintes, le 19 novembre 2015, les autorités sanitaires américaines ont fini par approuver la commercialisation de ce saumon, le premier animal transgénique autorisé pour la consommation humaine. Et comme pour les autres OGM aux États-Unis, pas d'étiquetage obligatoire qui permettrait de différencier le saumon génétiquement modifié d'un saumon de l'Atlantique traditionnel, comme celui vendu dans ce supermarché canadien. Pour les consommateurs, impossible donc de savoir exactement ce qu'ils achètent et ce qu'ils mangeront.